bienvenue sur la chaîne Twitch de Science et Avenir. Je suis Élise Loumet, rédactrice en chef adjointe du pôle numérique de Science et Avenir. Alors ce soir, sur Twitch, on est aussi en direct sur YouTube. Nous allons parler de jeux vidéo de santé mentale avec, Mickaël Stora qui est, psychologue et psychanalyste. Alors merci beaucoup Mickaël Stora d'avoir accepté notre Merci de invitation m'avoir invité, je suis tout à fait et merci beaucoup à Alice Carliès de gérer donc toute la technique, du Twitch. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous dire quelques mots du travail de la rédaction de Science et Avenir. Donc, Science et Avenir, c'est d'abord un magazine de vulgarisation scientifique qui paraît donc chaque mois. Le tout dernier numéro là, qui vient tout juste de sortir est sur, Homo sapiens, comment sapiens conquis le monde. Donc vous avez tout le dossier sur ce sujet et vous avez aussi, d'autres articles, notamment sur les neutrinos, ces messagers cosmiques de l'extrême ou encore, des innovations qui visent à rendre l'aviation propre, voilà et bien d'autres sujets à découvrir chez votre marchand de journaux. Alors Science et Avenir, donc c'est un mensuel, c'est aussi un hors-série qu'on appelle Dossier de Science et Avenir. Alors actuellement en kiosque, vous pouvez retrouver notre numéro sur la science au Moyen Âge. Et nous avons également un MOOC qui est fait par la rédaction de la recherche, qui est associée à Sciences et Avenir et donc on publie chaque trimestre un MOOC, donc un magazine livre et en kiosque en ce moment, c'est donc un dossier sur les trous noirs. Voilà, il y a de la cosmologie, des observations, des théories, de la physique quantique et plein d'autres sujets. Et enfin, sur, le web, Science et Avenir, c'est aussi un site internet www.scienceetavenir.fr sur lequel on publie une dizaine d'articles par jour, des vidéos autour de l'actualité des sciences. Alors sur le ah, pardon. D'accord, ça marche, merci. D'accord, merci. Et donc voilà, donc sur le site internet de Sciences et Avenir, donc on publie une vidéo par jour, on publie des vidéos autour de l'actualité des sciences. Alors on parle de santé, d'environnement, des animaux, de l'espace, de l'archéologie. Voilà, donc vous pouvez nous suivre également sur tous nos réseaux sociaux, donc on est sur LinkedIn, sur, YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur X et donc Science et Avenir, c'est aussi une chaîne Twitch. Donc justement, c'est le moment de revenir au sujet de notre émission du jour que nous avons choisi d'intituler «Jeux vidéo santé mentale, halte aux idées reçues, que dit vraiment la science?» Donc avec nous Mickaël Stora. Alors vous êtes psychologue, psychanalyste, expert des mondes numériques, vous êtes cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont, Réseaux asociaux, découvrez le côté obscur des algorithmes. Donc ça, c'est chez Larousse en 2021. Vous avez aussi publié Et si les écrans soignaient? Psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs numériques aux éditions Erès en 2018. Voilà, j'allais te demander Alice si tu pouvais mettre des des visuels des livres de Mickaël Stora pour ceux qui seraient intéressés donc de découvrir cet ouvrage. Donc nous allons tout d'abord, dans une première partie, parler des idées négatives autour des jeux vidéo, en se concentrant sur les risques éventuels pour la santé mentale et dans une deuxième partie, nous allons donc aborder les bienfaits, car des bienfaits autour des jeux vidéo, il y en a beaucoup. Alors à vous qui suivez ce Twitch, déjà, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à témoigner sur, les jeux vidéo auxquels vous jouez, si vous avez rencontré des difficultés, d'ordre de la santé mentale avec certains jeux vidéo, ou si au contraire certains jeux vous font du bien. Voilà, on attend donc vos témoignages, vos questions, voilà et puis, bah, bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de réactions, notamment au niveau du son. Voilà, j'espère que vous m'entendez un peu mieux qu'au début. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc tout d'abord, Mickaël Stora, est-ce que, on sait ce qui se passe dans le cerveau, quand on joue aux jeux vidéo? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, il y a des les médias parlent de système de récompense, de dopamine, voilà, qu'en est-il vraiment? alors il est c'est vrai que depuis qu'on s'intéresse aux neurosciences, d'une manière globale, de la psychologie, il y a eu énormément d'abord d'études qui ont eu tendance à on a eu aussi qui étaient en faveur, en montrant que les jeux vidéo développaient des compétences. La première qui a travaillé là-dessus, c'est Jack Greenfield, qui a travaillé en fait sur le fait que les jeux développaient 3 types de compétences cognitives. La spatialisation 3D, l'intelligence exécutive et le multitasking. Alors pas le multitasking dans l'idée de faire plusieurs choses en même temps, c'est le fait qu'en fin de compte dans un jeu vidéo, il y a
plusieurs éléments, heu, différents, il faut en faire un lien pour aboutir à un objectif. Donc ça, c'est Patricia Greenfield. Il y a une grande chercheuse suisse qui s'appelle Daphné Bavelier, qui elle a fait une découverte complètement impressionnante. Alors je vous rappelle, je suis pas un neuropsychologue, hein, mais je vais quand même tenter d'expliquer clairement. Elle faisait une étude sur l'épaisseur du tronc cérébral chez des jeunes, Mmh. autour de entre 20 et 25 ans, et elle s'est rendue compte que certains, ils avaient une épaisseur de tronc cérébral très impressionnante, et finalement, en faisant une étude un peu plus quali à travers des entretiens, elle s'est rendue compte que tous ces jeunes étaient des joueurs de jeux vidéo, et pour découvrir que certains jeux vidéo, donc plus précisément des jeux vidéo en 3D, disons à la première personne, je voulais dire, ce qu'on appelle des FPS, Mmh mh. First Person Shooter, développer des compétences très impressionnantes, et que d'ailleurs certains grands champions, jusqu'à l'âge de 22 ans, avaient une coordination main-œil avec une vitesse incroyablement impressionnante, qui faisait qu'en effet, il y avait cette particularité. L'autre chose qu'elle a découvert, c'est que finalement, dans un jeu à la première personne, parfois vous devez vous représenter les choses finalement à l'envers, hein. C'est-à-dire votre personnage, il faut pouvoir créer une forme de rotation dans l'espace. Eh bien, on s'est rendu compte que lorsque ces personnes n'avaient pas cette compétence-là, le fait de jouer à des jeux vidéo à la première personne Mmh. développait en eux, cette compétence à vie. Alors jeux vidéo à la première personne, vous pensez jeux de tir type Counter Strike? Alors Counter Strike, Call of Duty, Mmh mh. donc ce qu'on appelle les FPS, First Person, mais vous avez raison, Counter Strike est peut-être un des premiers dont on a beaucoup entendu parler, Call of Duty, ultra connu. Mmh mh. Concernant ce que vous avez évoqué sur les décharges de la dopamine, oui, c'est vrai que, on se rend compte que lorsqu'on joue à un jeu vidéo, eh bien, on va, finalement avoir, des décharges de dopamine. Désolée, hein, pour les viewers, là, nous avons des problèmes techniques, au niveau du son comme vous nous le faites remarquer. Bah, Michael Stora, vous parliez de la dopamine. Oui, alors je parlais de la dopamine, mais, s'il n'y a pas de son, je ne sais pas si la dopamine va faire d'effet, puisque Tout finalement, à en fait. écoutant, normalement, il est censé y avoir des récompenses. Il y a en effet des décharges de dopamine lorsqu'on joue aux jeux vidéo, mais à l'inverse, par exemple, les réseaux sociaux, vous en avez une chaque vidéo que vous voyez. Dans un jeu vidéo, c'est plus dur. Ça, il y a beaucoup moins de décharge de dopamine que dans, par exemple, dans le scrolling qu'on a sur un réseau social, et ça, c'est quand même une grande différence. Et qu'à l'inverse de ce qu'on croit, et je pense à certains jeux vidéo, parfois il faut perdre sous pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc ça veut dire que les récompenses, la décharge de dopamine qui est l'hormone de la récompense, ne va pas se faire, toutes les secondes ou toutes les 2 secondes. Si je devais parler des jeux vidéo offline, j'ai envie de citer un des jeux les plus durs qui existent, Mmh mh. c'est Dark Souls 3. Mmh mh. Dark Souls D'accord. 3, pour ceux qui nous écoutent, s'il y a des gamers, c'est un des jeux les plus durs. C'est un jeu où même on perd carrément beaucoup plus. Par contre, on pourrait presque se dire que lorsqu'on gagne, la décharge de dopamine est énorme. Non, mais quand vous y êtes arrivé, la valeur de votre récompense sera largement plus importante. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'addiction aux jeux vidéo existe vraiment? Allez, on passe directement à l'addiction. Voilà, c'est ça, maintenant on est, tout de suite. C'est histoire que Ah, c'est ah, vrai, tu veux qu'on prenne sur, Dark Souls? OK, oui, donc nous étions en train de c'est parler de bon la alors. question des récompenses, et donc j'évoquais, d'ailleurs, je serais curieux de savoir si parmi, vos abonnés, il y a, certains qui connaissent ce jeu qui s'appelle Dark Souls 3. Mmh mh. Le jeu est tellement dur, ça fait même partie de l'ADN des Dark Souls, que lorsque vous gagnez un boss, un monstre, on va dire que la qualité de votre récompense, de l'hormone de la récompense et de la décharge de dopamine est très impressionnante. Et donc c'est vrai que Dark Souls 3 fait vraiment partie de ces jeux qui sont connus par énormément de hardcore gamers comme un des jeux les plus durs. Et du coup, les plus durs, donc un peu problématiques, qui entraînent le plus, du coup, d'effets un peu, à la fois d'addiction ou Alors non, parce qu'en fin de compte, pour tout vous dire, le phénomène d'addiction aux jeux vidéo en ligne qui
comme vous le savez peut-être, a été reconnu qu'il y a à peine 2 ans, hein, Mmh par, mh. l'Organisation mondiale de la santé, dans le CIM 11, dans ce qu'il appelle le Video Game Disorder, hem, n'est apparu qu'avec véritablement les jeux vidéo en ligne. Donc tout simplement avec l'innovation technologique et le haut débit. Le haut débit a fait qu'il était enfin possible de jouer, en même temps, sur un serveur à la même vitesse, tout le Mmh. monde. Et c'est la raison pour laquelle on a vu un jeu qui est apparu à cette époque-là, il y a maintenant à peu près 15 ans, un peu plus, qui est World of Warcraft. Et World of Warcraft, WoW pour les initiés, est un jeu où on a commencé à voir apparaître les premiers phénomènes qui à l'époque ne s'appelaient pas addiction. Et Mmh c'est mh. d'ailleurs, j'ai envie de préciser, le concept d'addiction n'est pas encore véritablement reconnu par la communauté des psychologues, des psychiatres. Même si elle est reconnue par l'OMS. Oui, mais vous savez, vous avez donc une autre grande classification psychiatrique qui s'appelle le DSM, Mmh mh. donc américain, et c'est pas parce que ça existe que finalement, les psychologues, les psychiatres le reconnaissent. Mmh mh. C'est D'accord. en fin de compte, le danger d'ailleurs, pour tout vous dire, alors puisque c'est intéressant votre question, le danger lorsque une instance internationale psychiatrique reconnaît une pathologie, d'un côté, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que, au fond, on reconnaît qu'il y a un problème à ce niveau-là et qu'on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais aussi, ça peut aussi engendrer des dérives qui seraient, par exemple, que des labos pharmaceutiques vont commencer à imaginer une molécule Mmh mh. spécifique pour soigner. Donc il y a aussi du business derrière. D'un côté, il y a peut-être l'idée que les remboursements sécu pourraient exister, mais tout en sachant que dans le domaine des addictions dites comportementales, parce que je tiens à préciser surtout, n'imaginez pas que le jeu vidéo est une drogue. Mmh Mais mh. il faut bien comprendre que tout objet de plaisir peut avoir un destin qui est celui de l'addiction. C'est ce qu'on appelle des addictions sans drogue, des addictions comportementales. Et la seule qui a été reconnue par les instances psychiatriques internationales, c'est ce qu'on appelle le gambling. C'est le jeu d'argent. Et là, D'accord. c'est la deuxième qui a été reconnue. Et comme je tiens à le préciser, le critère pour parler d'addiction aux jeux vidéo en ligne, hein, faut préciser, c'est non pas le nombre d'heures jouées, mais c'est la rupture des liens sociaux. C'est-à-dire D'accord. que petit à petit, la personne et ça doit être sur une période de minimum 6 mois. Si pendant 6 mois, la personne est complètement coupée du monde extérieur et ne fait plus que jouer chez lui, à ce moment-là, on peut se dire: «Il y a un problématique d'addiction» et la personne, les seules relations sociales qu'elle aurait, c'est dans les jeux vidéo en ligne, mais serait totalement coupée du monde extérieur. Est-ce qu'on retrouve certains jeux vidéo qui justement peuvent entraîner ce risque d'addiction? Est-ce qu'il y a certains jeux que vous retrouvez comme ça dans votre pratique qui sont souvent cités? Alors c'est vrai que alors je sais pas si dans les abonnés, il y en a certains qui ont joué à World of Warcraft. Il y a une particularité dans, Mmh. World of Warcraft, alors moi j'ai joué à Warcraft 1, 2 et 3 et Les WoW dans a les été la premiers, version en ligne. mmh mh. Donc j'aimais beaucoup l'univers de Warcraft. En soi, faisons attention entre se dire: «Ouais, ce jeu ça rend accro». Pourquoi? Parce qu'il est bon. C'est comme on dit, une série est addictive parce qu'elle est vraiment bonne. Ça veut pas dire pour ça qu'il y a des éléments addictogènes, Mmh dans le mh. sens où en effet, on va tout faire pour que la personne reste. Ce qu'on a un peu reproché à un moment à World of Warcraft, c'est que pour être bon, il fallait pas être un bon joueur, mais il fallait tout simplement être présent. Et ça, c'est un élément un peu addictogène. C'est-à-dire qu'au fond, il suffisait d'être présent le plus longtemps possible pour pouvoir augmenter en termes de niveau, en termes de level, comme on Mmh dit, mh. heu et puis à un moment rejoindre une guilde et quand vous aviez une guilde d'élite, donc les guildes de haut niveau, elles vous obligeaient souvent à être présent minimum 2 à 3 fois par semaine de 20:00 à 1:00 du matin. Mmh mh. Donc il y avait des D'accord. contraintes. Peut-être un autre élément addictogène qui pour moi n'est pas forcément en lien avec la qualité d'un jeu, c'est, hem, finalement,
ce que moi j'ai appelé la boulimie digitale. Parce que dans le jeu World of Warcraft, pour monter en niveau, faut faire des mini quêtes. Mmh mh. Mais les quêtes dans World of Warcraft sont pas incroyables. Il faut aller tuer 2 cochons à droite, et cetera. C'est ce qu'on appelle le farming. Le farming est une dérive, je trouve, dans les bons jeux vidéo. Il y a d'autres jeux où les quêtes pour monter en niveau sont meilleures et peut-être qu'un des éléments très addictogènes aussi et qui est propre à ce qu'on appelle des mondes persistants, c'est le fait que le monde ne s'arrête jamais. Mmh. C'est-à-dire qu'il a D'accord. commencé il y a à peu près 16-17 ans. Depuis, il ne s'est jamais arrêté et ça veut dire que pour des personnes qui se disent: «Il faut que j'y sois, ma présence est indispensable», bah, ça fait 17 ans qu'il a pas dormi, ce qui n'existe pas, Oui, mais oui, mais évidemment, potentiellement, mais il y bien a sûr. c'est des éléments. Après, tout le monde ne va pas devenir addict, c'est très compliqué et c'est vrai que ça a été le 1er jeu, on s'est dit: «Voilà, il y a quelque chose qui quand même» et d'ailleurs certains joueurs disaient: «J'ai un collègue, au bureau», alors parfois c'est entre guillemets «dans la caricature» des développeurs qui sont hyper geeks Mmh. et qui tout d'un coup le mec a totalement disparu parce qu'il ne faisait plus que ça. D'accord, très bien. Alors, Voilà, je vois merci qu'il y a des petites beaucoup. Oui, questions. voilà, il y a des questions. Merci beaucoup de réagir. J'espère qu'on a à peu près résolu les problèmes de son. C'est tout Ouais. bon là? Super. Alors, il y a Pandico qui nous demande si les jeux mobiles peuvent créer une addiction liée aux dépenses aléatoires. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez des jeux mobiles qui effectivement ont l'air de reproduire, ce Ouais, que vous dites? alors ça c'est un autre problème et qui est plutôt, je trouve, un vrai problème de d'ailleurs dans le cadre d'un livre que j'ai coécrit avec, Loïs Bionnet, qui est paru donc l'éditeur c'est Fondapol, la fondation politique, qui est un cahier blanc. On a découvert, ce qu'on appelle les dark patterns et je pense que la personne, peut-être évoque cette problématique. Les dark patterns, ce sont des mécaniques perverses dont le but, c'est aussi bien de rester ou de dépenser. Mmh mh. Pour un adulte, on a envie de dire, malheureusement, bah, pour lui, il est adulte, il est majeur, il est responsable de certaines dérives. Mais là où ça devient embêtant, c'est que ça existe aussi pour des mineurs. Je vais vous donner un exemple Mmh. terrible qu'un game designer m'a raconté, un jeu mobile pour les enfants, hein, pour des enfants de 10 ans et en gros, dans le jeu, il y avait une map, hein, donc une map et puis, vous deviez construire des maisons et cetera. Il y avait une rivière au milieu et heu, 1 fois par jour ou 2 fois par jour, heu, il y avait un tronc sur lequel il y avait un chaton super mignon qui descendait le long de cette, truc, mais derrière, une phrase disait: «Si tu ne le sauves pas, il va mourir. Pour le sauver, dépense 1 €». Ça, c'est ce qu'on appelle un dark patterns. Ah oui, c'est Voilà. Dans Fortnite, qui est un jeu qui marche incroyablement bien, avant, quand vous aviez arrêté une partie, il y avait un écran sur lequel vous deviez cliquer pour commencer une nouvelle partie. Maintenant, c'est automatique. Vous allez directement en salle d'attente pour repartir. C'est aussi ce qu'on appelle des dark patterns. Quand dans un jeu, par exemple un jeu MMORPG, heu, vous décidez de fermer votre compte, vous avez des pancartes, des panneaux qui vous indiquent: «Voulez-vous vraiment vous séparer de lui? Pourtant vous êtes attaché à lui». Donc on va tout faire pour que vous restiez. Ce sont ce qu'on appelle des dark patterns et ça, malheureusement, ce sont pas des bonnes pratiques et vous avez d'ailleurs, une collègue qui est une femme très connue dans le domaine de ce qu'on appelle de l'UX design, mmh mh. donc de Expérience utilisateur. l'expérience utilisateur, qui s'appelle Célia Audan, Mmh mh. qui a été d'ailleurs l'UX designer de Fortnite, Mmh mh. et qui a créé maintenant une grande association américaine qui s'appelle Ethic for Game, c'est-à-dire comment remettre de l'éthique. Donc oui, il y a des dérives de certains éditeurs d'ailleurs, qui un peu sans foi ni loi, surtout quand il s'agit de mineurs, voilà. Donc malheureusement, oui, il y a des problématiques, pas forcément d'addiction, mais quelque part d'arnaque par rapport à des jeux vidéo. D'ailleurs, très souvent, quand on télécharge un petit jeu vidéo sur téléphone, il y a souvent marqué dans les avis: «Ouais, il est pas mal ce jeu, mais en fin de compte, pour avancer, il faut débourser à chaque fois plein de fric» et donc c'est voilà, maintenant, il faut bien vivre. Donc c'est très compliqué. Ça veut dire que donc on est prêt à dépenser 4-5 €
pour un jeu, tout en sachant qu'on serait pas obligé de reverser de l'argent. Ça manque un peu de réglementation peut-être? Ça manque de réglementation et encore une fois, alors nous, ce qu'on a écrit, c'est un cahier blanc qui est remis aux sénateurs, aux députés, à la présidence, dont donc on a fourni des recommandations pour que peut-être pour que le gouvernement se dise: «Oui, il y a quelque chose à faire», tout en sachant que c'était une manière de protéger d'abord les mineurs. D'accord, très bien. On va aborder la fameuse question que vous attendez, j'imagine, est-ce que les jeux vidéo rendent plus violents? C'est un marronnier, Ah oui, dans les médias à chaque ouais, fois ouais, qu'on a un fait divers autour de jeunes qui jouent aux jeux vidéo. c'est vrai. Qu'en est-il vraiment? Que dit la science? Alors c'est vrai que, comme vous dites, c'est un marronnier, mais pas que pour les journalistes, hein, c'est aussi pour les Débat politiques. politique aussi, bien Et sûr. oui, puisque Emmanuel Macron, il y a à peine 2 ans, suite aux émeutes, vous savez qu'il y a eu, donc en l'année dernière, en juin ou juillet 2024, hein, Macron a quand même dit que c'est à cause des jeux vidéo. Absolument. Donc on est quand même encore une fois, non pas dans une réflexion, liée, qui s'appuie sur, des, études scientifiques, mais tout simplement sur une opinion qui plaît, voilà. Donc il y a toujours une économie de la réflexion. Maintenant, et ben, à l'inverse de ce que l'on croit, les jeux vidéo, de par leur puissance immersive et par leur puissant effet cathartique, c'est-à-dire le fait d'éprouver des émotions et surtout, disons les choses, où la dimension des pulsions est complètement déployée, va plutôt éteindre la violence. C'est-à-dire que, paradoxalement, lorsque vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, vous êtes plutôt fatigué après. Alors, ce qu'on observe, ce que les parents disent: «Oui, mais quand je lui éteins sa console, il pète les plombs, il m'insulte et cetera». Et là se pose d'abord une première question, parce que les parents, même s'ils ont un peu évolué, parce que parfois certains parents maintenant qui ont 40 ans, ont connu l'objet jeu vidéo dans leur propre enfance. Mmh mh. Mais à une époque, ils comprenaient rien. Bah, ce qui se passait, c'est que vous aviez un jeune qui jouait à sa console, et ses parents lui enlevaient la console en plein milieu d'une partie. Ce qui rend dingue, je peux Mmh. comprendre. Bien sûr. C'est comme si on disait, alors que vous êtes en train de lire un livre policier, vous apprenez qui a tué qui, on vous enlève le livre. Ou même si on interrompt une série ou un On dessin intègre une animé série et éventuellement. cetera, c'est la même Mmh mh. chose. Mais là, les parents connaissaient la grammaire des séries. Ils Mmh. savaient pas que il faut poser la question: «Est-ce que tu peux sauvegarder? Est-ce que tu OK, tu as le droit de reprendre une partie, mais pas 4». Mmh. Donc il faut comprendre tout ça. Alors maintenant, il y a énormément eu d'études, hein, à charge, heu, sur les jeux vidéo. Vous en avez un qui a été mené par un psychologue qui s'appelle Laurent Bègue, qui disait: «Les jeux vidéo violents, ça rend violent». Première question, c'est quoi un jeu vidéo violent? Bon, Mmh. donc moi j'ai eu l'occasion d'assister à sa conférence, je lui ai posé la question: «Qu'est-ce que c'est un jeu vidéo violent?» «Bah, c'est un jeu vidéo plus 18 ans». «Ah bon? Mais vous savez pourquoi il est plus 18 ans?» Première question. Est-ce que vous savez pourquoi un jeu vidéo est plus 18 ans? Moi par rapport à, je sais pas, s'il y a du tir, s'il y a un pistolet, non? Même pas? Eh non. Alors D'accord. pour tout vous dire, c'est une organisation indépendante qui s'appelle PEGI, Pan Mmh. European Game Industry. Oui, c'est ce qu'on voit au début de tous les jeux, hein. Voilà, donc Ouais. d'abord c'est une recommandation, hein, c'est comme le Mmh mh. CSA, plus Mmh. 18, plus 16 et cetera. Alors, il faut savoir que le PEGI est avant tout, dirigé par des anglo-saxons. Ça veut dire que dès qu'il y a Une insulte peut-être, non? une insulte, Mmh mh. un gros mot, Mmh. une allusion sexuelle, Mmh. d'emblée plus 18. D'accord. Par contre, ils ont aucun souci avec la violence graphique. C'est pas parce qu'on tire, ah Ah oui, non, d'accord, du OK. tout. Par exemple, Black Ops, heu, est un jeu plus 18 parce qu'en général, il y a des gros mots et il y a des allusions à la drogue. Mais ça veut pas dire pour ça. Évidemment, GTA, Grand Theft Auto est plus 18 parce qu'il y a de la prostitution et Il y puis a du vol, il y a ouais. du Mmh mh. vol, vous incarnez un gangster, il y a de la sexualité aussi, hein, puisqu'à un moment, il y a des prostituées. Mais dans la réalité, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a bien longtemps, j'étais confronté à une histoire qui fait que vous avez un jeu qui s'appelle, qui est tiré d'un dessin animé, Kirikou. Tout le monde connaît Ouais, Kirikou. absolument. Eh bien, Kirikou est passé de ils ont fait un jeu vidéo pour des enfants, en reprenant Kirikou. Eh ben, ce jeu a été mis, je crois plus 12, même plus, parce qu'on voit évidemment les seins des africaines Mmh mh.
et le Zizi de Kirikou. Alors, il est petit, mais il est vaillant, mais quand même, néanmoins, quand même, c'est un Mais peu ça passe gonflé. pas les codes Ça passe pas anglo-saxons. du tout les codes Ouais, anglo-saxons. Donc c'est vrai, OK. donc ça veut dire, premièrement, 18 ans, pour moi, c'est pas ça qui va définir un jeu violent. Un jeu violent, si je peux me permettre, c'est un jeu vidéo, il y aurait une violence gratuite. Alors peut-être que bon, violence gratuite, il y a eu quelques jeux, ils ont été très vite interdits. Dans un jeu vidéo, il y a toujours un contexte qui vient justifier. Je dois tuer les extraterrestres parce qu'ils veulent envahir la planète. Les ennemis sont clairement identifiés. Ça veut dire que dans un jeu vidéo, il y a toujours des règles. On ne peut pas Mmh tout mh. faire. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a une étude très intéressante qui a été menée auprès des joueurs en disant que pour eux, un bon jeu, c'est un jeu où on perd et c'est un jeu où mon avatar n'est pas dans l'impunité. Ça veut dire que, par exemple, quand je joue à GTA, eh ben, ça veut dire que il faut que les policiers, qui apparaissent sous forme d'étoiles lorsqu'on commet Mmh. des choses, puissent avoir suffisamment de force pour m'empêcher de faire tout ce que je veux. C'est là où le jeu est intéressant. Il y a une forme de morale, en fait, dans tous les Ouais, jeux de vidéo. morale, mais aussi, alors vous avez peut-être pas connu ça, mais il y a bien longtemps, il y avait une pub qui s'appelait, qui était faite par Sega et c'était marqué partout: «Sega, c'est plus fort que toi». C'est-à-dire que Non, je connais pas. quand on joue à un jeu vidéo, ce qui fait qu'on aime jouer, c'est que c'est pas tout de suite, c'est pas un jeu trop facile. Les Mmh. gamers, en général, aiment qu'un jeu vidéo soit assez dur pour y arriver Mmh. et donc ça veut dire que les personnages non jouables sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils sont pas là pour, mourir alors qu'on les a à peine, on leur a à peine tiré dessus. D'accord, très bien et du coup, il y avait l'idée de la violence, mais il y avait aussi l'idée du niveau de stress ou voire de dépression. Est-ce qu'il y a vraiment, on peut dire que les jeux vidéo vont augmenter le niveau d'anxiété, de stress, voire, le niveau de dépression? Ou au contraire, si ça fait un rôle de catharsis, peut-être ça fait Alors c'est vrai l'inverse? que j'ai évoqué, puisque je vois que quelqu'un a évoqué comme pour le théâtre antique, Mmh le mh. concept de catharsis est un concept en effet qu'on a découvert, j'ai presque envie de dire pour toute œuvre d'art. On se retrouve face à l'idée qu'il y aurait une sorte de transformation de ce qui se passe, dans une œuvre d'art, dans une sorte de cercle entre l'œuvre et moi-même, qui fait que ça peut avoir un effet presque autothérapeutique. Aussi Mmh. bien en termes d'émotions, ça va me permettre de vivre des émotions qui sont peut-être en moi et que je vais pouvoir, à travers des processus d'identification à l'avatar, entre autres, au Mmh. comédien ou à l'histoire, me permettre de pouvoir imaginer, disons, même parfois résoudre, c'est ça l'effet cathartique. Dans un jeu vidéo, l'immersion est ultra puissante en termes d'identification à l'avatar. Je suis l'avatar. Je vais vivre des aventures et évidemment, ça peut me permettre de baisser mon niveau de tension et de stress. Je me souviens d'un de mes patients qui me disait qu'il jouait un peu trop à Call of Duty et c'était marrant parce que pendant toute la séance, il arrêtait pas de me dire: «Je me suis fait flinguer par la maîtresse, je me suis fait flinguer par ma mère, je me suis fait flinguer par un pote» et donc il jouait et donc qu'est-ce qu'il faisait dans Call of? C'est qu'il flinguait lui-même. Il D'accord. flinguait les avatars. C'est ça l'idée. C'est que c'est un retournement, on va dire que ça permet au contraire de baisser le niveau de stress. Ce que vous dites, ça me fait penser aux rêves. Quand on Ouais, rêve que justement bah, on se ouais. venge ou Eh ben, écoutez, c'est très intéressant parce que mon dernier article, c'est exactement, je dis: «Le jeu vidéo est comme l'espace du rêve». voilà, Eh ben, bravo, vraiment, je suis j'aurais impressionné. pu y participer. Voilà, ouais, ouais. Bah, écoutez, oui, c'est le rêve a cette fonction nécessaire qui va me permettre, à travers un univers qui est celui que je projette dans mon inconscient, pouvoir résoudre peut-être ce que je n'arrive pas à résoudre finalement dans la ce qui a j'ai vécu une frustration dans le rêve, je vais pouvoir enfin, hem, réaliser ce que je n'ai pas pu réaliser. Alors pourquoi est-ce qu'on a vraiment des joueurs qui vont tomber, dans des usages problématiques? Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus vulnérables ou des situations, familiales, personnelles qui sont à risque de tomber dans un, voilà, dans Mmh, un mmh, usage mmh. problématique du jeu vidéo? Alors, moi, je dirais que, les jeunes que j'ai soignés, puisque donc j'ai créé une prise en charge qui s'appelle l'école des héros, je vais pouvoir en parler un petit peu, mais Mmh. les jeunes que j'ai pu rencontrer, alors c'est compliqué, mais qui finalement, à un moment de la vie, ont décroché du monde réel, se sont cloîtrés chez eux et en général ne faisaient plus que jouer aux jeux vidéo.
C'est pas n'importe qui. Ce que les Japonais ont appelé par hikikomori. Mmh. C'est un terme japonais qui veut dire le retrait. Alors là, je suis en train de voir que le niveau de batterie est Ah faible. oui, Alice, tu le faut que tu nous branches l'ordinateur. Ça marche. Ah, ça change rien pour nous? Bon, bah, ça va Bon, alors. Parce que on sait j'étais un jamais. peu inquiet Moi de aussi, j'allais lui faire un signe. d'accord. Donc on vous écoute du coup sur les hikikomori. Alors, pour tout vous dire, je vais essayer de décrire un profil, mais il faut bien comprendre. Ce sont à 98 des garçons. Ceux que j'ai rencontrés avec de 15 à 25 ans. D'accord, Ils avaient des particularités. Tous étaient en général, haut potentiel intellectuel, de haut niveau, d'accord, 130, 140, 150. Parfois avec un trouble du spectre autistique associé. Certains avaient un TDAH, d'autres avaient été dyslexiques, un trouble 10. C'est ce que les psys appellent des neurodivergents ou neuroatypiques. Ces jeunes-là, j'ai remarqué, souvent se sont effondrés souvent au collège. Alors, je vais vous donner une interprétation qui est la mienne, hein, c'est purement une hypothèse subjective. Au fond, lorsque des parents découvrent qu'un enfant est haut potentiel intellectuel, heu, on en fait un héros. On est impressionné. L'enfant HPI est très impressionnant. Il parle avant les autres, il sait lire avant les autres, il pose des questions impressionnantes. C'est un petit génie, quoi. Et en fin de compte, les parents vont l'idéaliser. Et quelque part, je résume, quand il se retrouve au collège, il pense que les autres l'aiment et l'admirent de manière aussi inconditionnelle qu'à la maison. mmh. Sauf que non, il déchante. Le collège est un des moments les plus violents pour tout un chacun. On découvre l'autre, bon, et cetera. Surtout quand on est neurodivergent, qu'on Su ressemble pas aux autres Complètement, peut-être. Mmh. d'autant plus qu'on est neurodivergent et à ce moment-là, malheureusement, ils se font harceler. C'est un échec extrêmement violent pour eux parce qu'ils descendent quelque part de ce piédestal et petit à petit, eh bien, il y a malheureusement un décrochage scolaire et ils vont à un moment s'enfermer chez eux. C'est pas une phobie scolaire, c'est le fait de revenir à la maison, dans le corps maison dans lequel et là, ils jouent aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont bons, ils aimaient les jeux vidéo déjà, c'était des passionnés, mais finalement, dans le jeu vidéo, ils sont très bons, donc ils vont être reconnus par la communauté des autres gamers et en plus, bah, ils vont reprendre le dessus, ils vont reprendre la main. Ils vont être à nouveau reconnus comme des très bons, des gens excellents, surtout dans un jeu comme LOL, parce que la pensée logico-mathématique est essentielle pour réussir, pas que, mais aussi. Et donc, c'est vrai, League of Legends, vous voulez League dire, of Legends, hein? évidemment, qui est un jeu ultra compétitif, donc ce Mmh. sont souvent des compétiteurs. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est pas n'importe qui. Et c'est vrai que finalement, le gros problème, pour dire les choses, c'est que quand on a moins de 16 ans, même maintenant moins de 18 ans et qu'on se déscolarise, eh bien, vous savez que c'est interdit par la loi. Mmh, L'école est absolument. obligatoire et donc là, se met en place des choses très compliquées qui fait que beaucoup de ces jeunes, depuis maintenant pas mal d'années, se font hospitaliser, ce qui est une bêtise, disons. Excusez-moi, les chers collègues psychiatres, c'est pas la meilleure des choses. Je pense que c'est pas en fin de compte, je pense qu'il faut les aider autrement. Alors comment du coup, les aider? Alors moi, j'ai créé quelque chose qui s'appelle l'école des héros. C'est assez simple. Je leur propose tout simplement de réaliser un jeu vidéo. Donc ils sont encadrés par 2 professionnels que j'ai formés, une graphiste et un codeur et sur une année, ils vont réaliser un jeu vidéo. En groupe, ils sont 8 et tous les jours de la semaine, toutes les après-midi, ils réalisent un jeu. Ils sont encadrés par un psychologue. Le lundi et le vendredi matin, ils font des ateliers. Un atelier de médiation par les jeux vidéo, méthode que Mmh. j'ai plus ou moins inventée et le vendredi, création de jeux de rôle sur plateau. On est tous il y a un fonctionnement sur Discord, qui est le Mmh. serveur des gamers et en fin de compte, ça fait 5 ans, ça marche super bien parce qu'en fin de compte, tout d'un coup, on leur permet de renouer avec quelque part la capacité à apprendre. Il y a d'un côté la dimension graphisme qui est pas évident parce que puis c'est très, très intime, c'est de l'art, on est du côté de la création artistique, C'est mais il y a ça. le codage qui s'intrique et qui va donner, un objet qui s'appelle jeu vidéo.
on finalise par un rituel où les parents viennent, et cetera. Mmh mh. Et le fait de finaliser va leur permettre enfin de réaliser qu'il est possible de terminer quelque chose. Et donc pour nous, le succès, c'est qu'ils reprennent une scolarité. Donc là, on a atteint un niveau de 75 de réussite, mais nous sommes un ovni dans le monde de la prise en charge. C'est unique, dans le monde? C'est unique dans le monde et nous avons une unique prise en charge. On en avait 2, mais il faut bien comprendre que quand on est du côté de l'innovation, dans le domaine de la santé mentale, c'est pas toujours évident. Surtout qu'il faut faire un grand pas, mentalement pour se dire qu'on va résoudre le problème d'un jeune qui a un Ah usage oui. problématique du jeu vidéo par le jeu vidéo. Eh ouais, mais c'est toujours cette idée de c'est ce qu'on me dit souvent: «Mais donc vous soignez le mal par le mal». Donc déjà, donc le jeu vidéo, c'est le mal. Non, c'est Mmh. pas le mal. Pour tout vous dire, en soi, aucun jeune n'a arrêté de jouer au jeu. Mmh Par mh. contre, ils sont là quand même toute la journée, ils vont reprendre des études, donc ils jouent moins, mais c'est surtout qu'ils ont surtout une capacité à pouvoir réenvisager, je dirais le monde réel, la réalité de l'apprentissage, la réalité de l'autre. Parce qu'il faut bien comprendre que certains sont restés enfermés dans leur chambre depuis plusieurs années. Donc ils étaient plus en lien avec l'autre. Une sorte de confinement, d'auto-confinement. D'ailleurs, il faut bien comprendre que pendant le confinement, ces joueurs-là étaient les personnes les plus heureuses du monde. Parce que le monde était confiné et Mmh. donc il y avait plus aucune culpabilité. Le monde, extérieur ne leur disait pas: «Mais c'est pas bien, tu devrais sortir, faire quelque chose» et cetera. Très bien. On avait une question, je crois, de Pandico qui nous demandait si, les il y avait des jeux vidéo qui avaient été créés pour, réduire l'anxiété, spécifiquement. Est-ce que vous en connaissez? Vous avez peut-être même contribué à la création du jeu vidéo, pour réduire Alors, l'anxiété? est-ce qu'il y a des jeux dont la voc alors il y a eu oui, alors il faut savoir que dans le domaine du jeu vidéo, il y a quelque chose qui à un moment, a émergé, qui d'ailleurs, pour tout vous dire, n'existe quasiment plus, c'est ce qu'on appelait le serious game. Game, c'est le fait d'utiliser la grammaire du jeu vidéo et de l'appliquer au domaine de la pédagogie, de la santé, de la formation. Ça a été un énorme business, mais vraiment énorme, au point où d'ailleurs, chaque année, vous aviez aux États-Unis, puisque j'ai eu la chance d'être invité à Boston, c'est monsieur Ben Sawyer, celui qui a inventé le concept un peu de serious game, dédié à la santé, qui s'appelait le Game for Health, le jeu pour la santé. Après, il y a un autre grand rendez-vous qui s'appelait Game for Change. Mmh mh. Alors, tout ça, ça a été un grand business et on s'est rendu compte que c'était souvent des gadgets. Ça marchait pas vraiment. Mais par contre, je me souviens qu'il y a eu, une collègue qui s'appelle Pamela Cato, psychologue, qui était un peu game designeuse aussi, donc créatrice de jeux, Mmh. qui avait fait un jeu qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire c'est une vous mettez, vous savez, un petit capteur qui va calculer votre, fréquence cardiaque, la rapidité en BPM là Mmh. et à la Battements et par minute. voilà, battements par minute et donc à l'image, ben, vous voyez, votre battement par minute qui va être, quelque part figuré par un bateau, dans une tempête et le but, c'est de baisser son niveau de tension, de BPM, qui fait qu'à ce moment-là, la mer devient plus calme et votre bateau peut continuer. C'est plus ce qu'on appellerait des jeux en feedback. C'est le Mmh. feedback qu'il va avoir. Maintenant, un jeu qui viendrait vraiment soigner, il y a eu des tentatives, j'y crois pas trop. J'y ai moi-même travaillé, puisque j'ai moi-même, créé un jeu d'ailleurs sur YouTube, il y a encore le trailer, ça s'appelait Archaos Melos Quest, le grand titre et c'était un jeu vidéo, un serious game en ligne Mmh. et c'était la première fois qu'il y avait un serious game en ligne, heu, pour des jeunes, des enfants et des adolescents souffrant de surpoids et d'obésité et l'idée, c'était un jeu qui les accompagnait, non p un jeu ne fait pas maigrir, mais les accompagner dans ce travail terrible qui est celui de perdre du poids. C'est une des Mmh. choses les pires, surtout pour un enfant, un ado, heu et en fin de compte, pour des raisons compliquées, je ne suis pas un homme d'affaires, j'ai choisi d'être psychologue. Malheureusement, le jeu n'a pas pu se faire, mais l'État, à l'époque, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait fait Mmh. un appel à projets et mon jeu avait été,
avait remporté une aide financière. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à faire, mais le gros problème, c'est que dans le serious game, souvent, euh, les jeux duraient trop peu de temps. On ne Mmh. change pas quelqu'un en une demi-heure de jeu. J'y crois pas. Donc les jeux type, dits cérébraux, comme, Ah on oui. avait Lumosity ou pour faire travailler votre mémoire, votre Mhm. attention, est-ce que ça marche pour de vrai? Alors, c'est vrai que, par exemple, alors vous aviez même à l'époque, Doc professeur, Docteur Kawashima, voilà, docteur grand, Kawashima, grand succès sur Nintendo DS. carrément. Alors, c'était intéressant parce que Nintendo disait: «Nous ne faisons pas de serious game». Mais parce que ce jeu n'avait aucune, il faut le savoir, c'était un jeu plutôt amusant, Mmh mh. mais il ne reposait sur aucune étude scientifique. Puisqu'à un moment, comme vous le savez, le jeu vous donnait votre âge mental. Oui, c'est vrai. Votre âge ou je sais pas, de L'âge compétences cérébral, l'âge du cérébrales, de cerveau, mmh. compétences cognitives et cetera. Mais ce sont des jeux. Alors là, on commence à percevoir des choses. C'est en effet avec ce qu'on appelle les silver surfers, donc les plus de 60, les personnes âgées. C'est qu'en effet, les entraînements cérébraux dans le cadre de jeux vidéo ont un intérêt très intéressant. Mais même, ça va même plus loin, puisque vous avez, dans certains EHPAD, ce qu'on appelait à l'époque les Wii thérapeutes. C'est-à-dire qu'ils ont installé des Wii pour aider les personnes âgées à bouger, heu et finalement, au point où d'ailleurs, dans certains établissements de soins de suite, vous savez, suite à des accidents et cetera, certains, kinés ont commencé à dire: «Mais pourquoi ne pas utiliser des jeux vidéo, comme un outil, disons les choses, de motivation?» Parce que quand, vous arrivez à f c'est très dur la kiné, parfois c'est épuisant, Mmh mh. surtout quand on a un vrai problème, de rééducation et donc grâce à ces récompenses, les rewards, finalement, et d'avoir aussi un but, d'avoir une cible, c'est-à-dire, un objectif, faisait que finalement, d'abord, vous incarnez un avatar, c'est pas vous Mmh et mh. donc cette projection de l'avatar qui finalement pouvait faire des choses que vous ne pas faire, mais qui fait que vous faites le mouvement, qui est un mouvement de rééducation, avec l'espace de récompense, c'est énorme. Disons les choses, quand vous arrivez après 1 heure de suite, de séances de rééducation, en gros, bon, parfois votre kiné vous dit bravo, mais quand vous jouez à un jeu vidéo, puisque j'ai cru comprendre que vous jouez parfois à Mario Kart, vous avez vu ce qui se passe quand vous arrivez premier. Mmh mh. Vous avez des trompettes, des confettis, c'est énorme. C'est vrai. On a rarement des récompenses de cette, qualité-là lorsqu'on fait 1 heure de rééducation. C'est vrai. Je précise avec mon fils du coup de 6 ans, je joue à Mario Kart des fois. On a, Pandico qui nous demande, les bienfaits par rapport à Minecraft. Il y a plein d'études sur les bienfaits de Minecraft, je crois. Est-ce que vous Ah en oui, ça va connaissez? alors, ça va même c'est même carrément devenu, plus que, comment dire, une question puisque, vous savez que le jeu a été racheté par Microsoft et Mmh. qu'ils ont fait donc une version qui s'appelle Minecraft Éducation. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on utilise certaines classes utilisent Minecraft comme un support pédagogique. C'est passionnant comme jeu, ça a un succès impressionnant, il y a énormément de modes et alors je suis pas un grand spécialiste, mais par exemple, j'ai appris que alors je l'ai su par un de mes patients qui est ingénieur, que les ingénieurs geeks, on va dire, se retrouvent sur un serveur très spécifique qui s'appelle Feed the Beast, donc nourris la bête, Mmh mh. qui est un très haut niveau où des ingénieurs se retrouvent sur Minecraft pour inventer des machines. Puisque comme vous le savez, peut-être je ne retrouve plus les noms, il y a dans Minecraft, il y a la possibilité avec des cubes, avec des pouvoirs très différents, de pouvoir en les mixant, pouvoir obtenir aussi bien des particularités physiques, mais aussi biochimiques, chimiques. Et donc finalement, on se rend compte que c'est comme ça qu'on peut utiliser. Mais à l'époque, moi qui ai fait pas mal de conférences auprès d'instit, de profs, je me souviens qu'il y avait un prof de physique qui avait utilisé énormément un jeu et tout d'un coup, j'ai oublié le nom. Vous savez, vous deviez tirer un cochon qui apparaît qui ah, ça vous dit quelque chose ça? Peut-être si Oui, quelqu'un si quelqu'un, si un internaute retrouve le c'est nom avec un des cochons, alors un du nom cochon d'un et jeu on les vidéo. tire avec une Ouais, ouais, catapulte ouais, je vois très bien. et ou alors c'est différent.
Ah oui, c'est Angry ça, Birds, on Angry tire. Birds. Merci Alors Alice. voilà, alors oui, je vois que Pandico a parlé des redstone. Donc les redstone, ce sont ces cubes, qui permettent en effet en les mixant, d'arriver à avoir des particularités. Et en effet, c'est Angry Birds. Eh bien, un prof de physique a utilisé Angry Birds. Pourquoi? Parce que, alors, je me souviens plus trop de mes cours de physique, mais on travaille les vecteurs, la résistance, Mmh. Il y avait un angle à calculer avec Angry Birds, l'angle, hein, et pour, donc, etc. Et c'est balancer pas du l'oiseau. tout idiot. Mmh mh. Moi qui n'étais pas très bon en maths, j'aurais adoré certains jeux vidéo qui m'auraient permis peut-être de mieux comprendre la géométrie, qui est Oui, la quelque chose. La spatialisation, hein. Mmh mh. spatialisation, Mmh c'est mh. hyper abstrait tout ça. Et Mmh. donc, c'est vrai qu'il y a des choses à imaginer, mais comme vous l'avez pu le voir dernièrement, les écrans sont devenus un immense problème, Ah oui. Mmh mh. un truc de santé publique qui fait que il est, il est bien loin le temps où on s'est dit, tiens, pourquoi pas utiliser des jeux vidéo. Donc la question, c'est que j'espère qu'on va un petit peu baisser le niveau de pression, le niveau d'angoisse autour de tout ça, et de se dire, soyons un peu plus intelligents et Mmh. essayons de penser que tout n'est pas à jeter dans la consommation des écrans, comme les gens disent. Ouais. Mmh. Absolument. On avait une question de Nirla Top Deck, je sais pas si tu peux nous la remettre Alice sur, les phobies. C'est ça, qui nous demandait donc: «Bonjour, il y a bien des approches par les jeux vidéo pour aider à surmonter les Ouais, phobies, ouais. arachno entre autres?» Eh ouais, non, ça n'a pas été mentionné. Donc, en effet, vous avez tout un courant de la psychologie qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales qui, il y a bien longtemps, alors ça date même, ça fait très longtemps, Mmh. avec l'apparition de casques en réalité virtuelle, Mmh. qui à l'époque existaient, mais qui coûtaient une fortune, puisque j'ai eu l'occasion, il y a même 35 ans, 30 ans, dans le laboratoire des émotions à la Pitié-Salpêtrière, parler avec une grande chercheuse qui s'appelait Isabelle Viau-Delmont, qui travaillait avec un casque. Alors, c'était vraiment, il était bien lourd, rien à voir avec les derniers casques Mmh. de réalité virtuelle. Et on était confronté à des situations où, pour le coup, là, il s'agissait de traiter l'agoraphobie. Et donc, en effet, les thérapies cognitivo-comportementales travaillent sur ce qu'on appellerait l'exposition à l'objet de phobie. Mmh. Donc, ça veut dire que oui, vous allez vous mettre ce casque, vous allez vous retrouver dans un environnement avec une représentation, par exemple, d'une araignée. Vous allez finalement, petit à petit, accepter, disons, mieux vivre la confrontation virtuelle, parce que tout ça, c'est quand même virtuel dans le sens où c'est psychologique, à cette idée d'une araignée. Donc oui, ça marche plutôt bien, c'est quand même quelque chose. Donc là, du côté de l'utilisation en santé mentale, entre autres, de l'utilisation des casques, il y a Mmh. énormément d'études qui sont faites. Il y a ce qu'on appellerait même, alors ça va même très très loin, ce qu'on appelle le, le syndrome de T, c'est-à-dire que finalement, on est en train de découvrir, mais c'est pas vraiment bien prouvé, que finalement, c'est la relation maintenant on peut faire du en ligne Mmh. avec le casque, que la relation que j'ai avec un autre avatar, avec la réalité virtuelle, engendrerait une relation avec plus d'empathie. Ce qui est très différent finalement quand il s'agit de 2 avatars sur un écran, paraît-il, hein. Et donc ça veut dire qu'on pourrait. Il y a eu des expériences qui ont travaillé sur la question du racisme. Ça va loin, hein. Mmh. C'est-à-dire, j'incarne, par exemple, une personne qui serait censée être de couleur noire, dans un métro, et je vivrais, le regard des autres, et donc ça me permettrait, moi qui suis, par exemple, un blanc raciste, en incarnant un noir, de mieux comprendre, d'être plus empathique dans ma capacité à pouvoir finalement ressentir. Bon, c'est une super belle idée, mais ça n'a pas marché. D'accord. Pour le moment, on en est au tout début. Heu, Moi, j'ai envie de dire qu'il y a eu tellement de virtuel que il y a au bout d'un moment, je crois pas mal aussi à la question du réel. D'accord. Surtout sur des questions aussi sociales peut-être? Ouais, bah, ouais, bon, alors c'est vrai qu'on était, censé parler de jeux vidéo, mais donc là, on est plutôt dans l'utilisation. Mais ce que j'aime dans cette idée, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le gros problème, ça, c'est un point de vue très personnel, c'est que l'exposition à une araignée, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Mmh. Moi, qui suis plutôt psychanalyste, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin en mettant le joueur dans une situation proche d'un conte de fées, d'une histoire,
Et là, ça pourrait avoir beaucoup plus d'impact. Vous savez, j'ai utilisé des jeux vidéo pour soigner. J'ai utilisé des jeux vidéo ultra narratifs et j'ai remarqué que c'est beaucoup plus puissant que simplement être face à quelque chose, qui finalement, n'a pas d'histoire. Vous pensez à quoi comme jeu vidéo très Alors c'est narratif? compliqué parce que alors, peut-être que certains ont connu ce jeu. Moi, j'ai utilisé par exemple un jeu qui s'appelle Fable, réalisé par Peter Molineux. Incroyable comme jeu. J'ai utilisé un jeu qui s'appelle Ico. Mmh. Ico. Ah, vous connaissez C'est Ico? un petit garçon avec des Ah cornes bah qui oui. rencontre une, Ah bah ouais, écoute, ouais, absolument, on a des images de Ico, Alice, tu peux ah montrer? non, ça c'est The Enfin Last dans les Guardian. il y a ah oui, d'accord. Ça c'est The Ah Last bah, attends, Guardian. c'est un Mais vous avez raison parce qu'il aimait beaucoup, heu Ico, c'est un petit garçon avec des cornes et c'est, avec une princesse qui s'appelle Yorda. C'est et vous savez, c'est d'une puissance, ouais, voilà, ça c'est Ico. Alors Ico, c'est une histoire incroyable. Alors c'est tellement beau ce jeu. Alors on est ce dans le jeu vidéo onirique un peu, hein, on peut très dire, hein. onirique, mais très poétique même. Mmh mh. Oui. Mais je peux vous dire que j'ai utilisé avec dans le cadre d'un centre médico-psychologique avec des enfants qui avaient tous des mamans déprimées et Yorda, bah, lui, c'est un enfant, elle, c'est comme une maman, mais elle est très déprimée et en gros, vous imaginez quand vous lui prenez la main, parce que dans le jeu, on doit lui prendre la main pour l'aider, vous ressentez son cœur battre dans la manette. C'est le premier jeu à vocation empathique. Là, je peux vous dire que l'empathie, elle est puissante et donc ça va créer des émotions chez chacun des enfants pris dans une histoire. Ça serait long à tout raconter, mais ça a eu des effets impressionnants. Alors, j'ai écrit pas mal de choses, j'ai écrit des articles sur ce et maintenant certains collègues ont utilisé ICO. Donc on veut dire qu'il faut bien comprendre, là, par exemple, à l'école des héros, le psychologue Maximilien Godard avec qui je travaille, qui lui est un énorme gamer, on teste énormément de jeux. Mmh mh. D'accord, très bien. Oui, voilà, je voulais, voilà, il y a Alors, une on a une question sur, pour éduquer les parents sur le monde du jeu vidéo, y a-t-il des choses? y a-t-il un Comment jeu? comment éduquer, les parents aux jeux vidéo? Non, mais c'est vrai. Après, comme vous disiez, c'est une question qui se pose un petit peu moins pour les jeunes d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu ce problème-là avec mes parents qui n'étaient pas du tout des joueurs de jeux vidéo et avaient toutes les idées reçues dont on a parlé au début du Twitch, hein, donc je comprends bien cette question. Mais c'est marrant parce que c'est une question, j'ai envie de vous dire, qui est devenue presque politique. Absolument. Parce que Mmh. dernièrement, avec cette tendance à créer des commissions qui font des écrans un danger de santé publique et les jeux vidéo en premier lieu, entre autres, eh bien finalement, bah, ça aide pas. Mais en même temps, c'est paradoxal parce que plus on fait du jeu vidéo un objet d'interdit, Mmh mh. ça ça fait d'autant plus un objet de transgression et donc c'est cool pour un ado. Un ado, il aime bien avoir son domaine où, que les parents considèrent comme le diable. Vous voyez, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Mais maintenant, moi, j'ai prôné, une chose qui a été fait d'ailleurs dans des médiathèques, maintenant ça se fait de plus en plus, c'est de partager. Oui, ce que j'allais dire, en fait, il faut que les parents jouent Ben aux jeux oui, mais vidéo bien avec leurs sûr. enfants. Vous jouez moi-même, j'ai joué avec ma fille, je me souviens, à SimCity. Bon, c'est une version sur tablette et c'était marrant parce que je me souviens qu'entre 2 patients, elle m'appelait en panique: «Papa, est-ce qu'il faut que j'investisse plutôt dans le charbon ou le verre?» Et cetera. Évidemment, on a fait des parties sur Mario Kart. Moi, j'adore regarder les gens jouer aux jeux vidéo, donc j'ai pu voir mes enfants jouer. Entre autres, j'ai vu The Last Guardian qui est un jeu incroyablement beau. Moi, j'adore, hein, regarder les gens jouer. Ah, les Je joue graphismes des jeux Mais aussi oui, vous d'aujourd'hui sont avez incroyables. évidemment. Donc c'est vrai que je pense qu'une manière de faire que les parents arrêtent de l'envisager comme quelque chose qui est, synonyme de violence et d'addiction, c'est eux-mêmes de jouer, et surtout de ne pas avoir peur et d'ailleurs étrangement, le confinement a fait que ça a été une période où les parents commencent à se dire: «Mais tiens, on n'a rien à faire, on peut pas sortir, on va peut-être jouer aux jeux vidéo ensemble». Ça a eu un intérêt. Maintenant, bon, on peut pas obliger non plus les parents à jouer. S'ils veulent pas jouer, ils jouent pas et c'est pas leur truc. Mais, la question, c'est comment se dire que il faut bien comprendre qu'en général, on a toujours des études à charge. Mais la grande majorité des joueurs de jeux vidéo, font du sport, ont une vie sociale, et cetera. Et heureusement parce qu'ils sont très, très nombreux. Mais bien sûr, il y a 35 millions de joueurs en France, même je crois même plus maintenant. Mmh. Donc c'est vrai qu'il faut arrêter de penser que nous aurions 35 millions de
ou de serial killers psychopathes, ou alors d'adolescents attardés qui jouent seuls dans leur chambre. Il y a Ouais. ah oui, sur tu as une question sur l'e-sport? Je l'ai pas vu passer. Ah oui, en quoi l'e-sport, c'est du sport? Oula. Demande Roulis. Bah, c'est compliqué parce que en fin de compte, alors c'est marrant de voir que les derniers JO ont eu une épreuve liée aux jeux Mmh. vidéo, Absolument. mais c'est pas du tout des jeux vidéo qui d'habitude sont dans des compétitions spécifiques du e-sport. Donc ils ont pris des jeux vidéo qui reproduisent par exemple de la boxe, du cyclisme, etc. Donc c'est pas ça. Bon, néanmoins, c'est compliqué parce que en quoi l'e-sport, c'est du sport? Ben, je sais pas comment définir, peut-être que je demanderai à Roulis, qu'est-ce que c'est Mmh. pour elle un sport? Si on pense qu'en effet, le sport, ce n'est que en lien avec une dépense physique, évidemment, à part la coordination main-œil et la concentration, c'est pas vraiment du sport tel qu'on l'imagine par rapport à une représentation qu'on aurait du sport. Maintenant, oui, le e-sport, c'est une réalité. Ça a été heureusement reconnu officiellement par l'État il y a maintenant 5-10 ans, je crois, je ne sais plus vraiment. Heu, il y a des enjeux financiers très importants. Hem, il y a un vrai public qui soutiennent. Vous avez parfois, d'ailleurs, à Paris, je crois, à Bercy, à l'Arena, des immenses rassemblements et c'est vrai que souvent pour beaucoup de parents, des gens d'une certaine génération ou d'autres, vont dire: «Mais, c'est pas du sport». Voire Mmh. même que quand quelqu'un va dire, «Tu es sur quelle chaîne?» «Bah, je suis sur Twitch, je regarde un joueur de jeux vidéo qui joue». Mmh. Donc souvent les parents disent: «Mais c'est complètement débile». Oui, les let's play, ils ont pas du tout Voilà l'habitude. et Mmh. donc à ce moment-là, si l'ado est intelligent, il dit: «Mais tu trouves pas que ça un peu débile aussi de regarder quelqu'un, qui joue au golf, à la télé? C'est la même Ou de la chose». pétanque. La pétanque, n'importe quoi, même du foot. Mmh mh. Il faut pas comprendre, il s'agit de regarder quelqu'un qui joue, Mmh. hein. Donc voilà, je crois qu'après, bon, moi je suis plutôt ouvert à ce niveau-là, mais je peux alors c'est comment est-ce que des gens, peuvent se dire: «Bah oui, c'est pas forcément mon monde, mais j'accepte l'idée que c'est du sport». Si on résume un petit peu tous les bienfaits qu'ont montré les études scientifiques, qu'est-ce qu'on peut, dire? On peut dire qu'il y a au niveau de la mémoire, au niveau de la créativité, qu'est-ce que vous pourriez, nous C'est-à-dire? lister comme ça, comme, bah, par rapport à tous les bienfaits, liés aux jeux vidéo, est-ce que, ça va, améliorer la mémoire, la créativité, Mmh mh, mmh mh. la stratégie, est-ce Alors que tout ça a été je voulais montré? dire un petit peu au Mmh mh. début sur les compétences cognitives qui ont été découvertes. Mmh. J'ai envie de dire oui, alors il y a eu plein d'études qui ont montré que même, par exemple, vous le savez maintenant chez certains chirurgiens, les gens qui travaillent dans les tours de contrôle maintenant ou même qui travaillent comme traders, on leur demande: «Est-ce que vous êtes joueur de jeux vidéo?» Parce qu'en effet, le jeu vidéo développe, des capacités impressionnantes de tri d'informations, à se déplacer dans l'espace, un espace qui est sur un écran. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a une sorte d'ergonomie propre aux jeux vidéo qu'on va même retrouver dans d'autres types d'écrans qui peuvent être même ceux, engagés pour la guerre, hein, et cetera, et cetera. Les gens qui travaillent sur les drones, bah, c'est un avatar le drone, hein, Mmh. et cetera, et cetera. Donc maintenant, heu j'ai envie de dire quand même une chose. OK, il faut légitimer le jeu vidéo, mais à la limite, on s'en fout. Je suis un peu provocateur, c'est du plaisir le jeu vidéo. On joue pour le plaisir. C'est un loisir. C'est plus qu'un loisir, vous savez que c'est un objet culturel, hein, Mmh mh. à part entière, qui a été reconnu par la Communauté européenne. On l'évoque comme le 11e art. Vous avez des jeux qui sont des véritables œuvres d'art. Donc, on joue pour le plaisir, on joue pour comme on va voir un film. Et vous Mmh. voyez, on en est encore au point où on se dit que, quand on va voir un film, on dit pas donc, tu vas au cinéma parce que tu dois apprendre quelque chose ou ça f C'est vrai. voilà, non, mais c'est vrai, je Mmh pense mh. qu'à un moment, ça serait pas mal, mais on est encore pris dans cette histoire que pour légitimer le jeu vidéo, il faudrait que donc ça nous amène des compétences Mmh. et je pense que non et en même temps, à l'époque, c'était drôle parce qu'au début du jeu, quand, les gens commençaient à avoir des ordis, vous vous souvenez, il y avait un jeu qui s'appelait, Hadibou. Oui, oui, Adibou, ouais, ouais, s'il y a des trentenaires, quarantenaires qui se Voilà, souviennent c'est ça d'Adibou, et alors, faites-nous et signe. donc les il disait,
Sorte Donc de jeu éducatif, hein. la mère disait, je ou le père: «Je veux bien t'acheter, d'abord tu vas jouer à 10 bouts», parce que c'est un jeu dit ludo-éducatif, Mmh mh. qui était pas trop mal fait à part ça, hein. Mais et le fait: «Oui, mais moi j'aimerais bien jouer à Call of ou à un jeu normal quoi, ou Mmh. à FIFA ou je ne sais quoi». Mmh mh. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cette idée et d'ailleurs disons les choses, bon, les jeux dits ludo-éducatifs, il y en a quasiment plus. C'est devenu Mmh même mh. ringard. Donc c'est pas c un jeu vidéo n'est pas là pour nous apprendre. S'il nous apprend des choses, tant mieux. Mmh mh. Moi j'adore OK. Civilization. Mmh mh. Bon, c'est un jeu auquel j'ai pas mal joué. Civilization, ça n'est pas du tout réaliste d'un point de vue historique, géopolitique, ni quoi que ce soit. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a appris à peut-être mieux saisir, qu'est-ce que ça veut dire monter une civilisation, les choix que l'on fait par rapport à d'autres choix et de voir ce que ça donne. Mmh mh. C'est intéressant à ce niveau-là, mais c'est pas quelque chose qui va concrètement m'apprendre une vérité historique. Mmh mh. Absolument. Peut-être que le hop, je pense aux jeux de société. Aux jeux de société, on se demande pas exactement ce que ça va nous apprendre, Bien sûr. mais c'est peut-être ce qui inquiète le plus, c'est par rapport à la gestion du temps, parce que le jeu vidéo, on va vite y passer du Eh ouais, temps. C'est peut-être ça qui inquiète ouais, du ouais. point de vue de l'extérieur, quoi. Et du coup, d'ailleurs, si on voulait, pour un petit peu, conclure tout ça, parce qu'on va Ouais. malheureusement arriver à la fin du Twitch, hein, je suis désolée, il y a je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. Ouais, ça va. Je voulais vous demander si on voulait, heu, voilà, donner un peu des conseils très généraux pour essayer d'avoir le maximum finalement de bénéfices du jeu vidéo sans tomber dans un usage problématique. Est-ce qu'on pourrait formuler des conseils? Est-ce que, je sais pas moi, vous avez remarqué qu'il y a peut-être, une durée par semaine, qui au-delà de laquelle ça vous ce serait problématique de jouer? Ou voilà, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil très concret, voilà, aux internautes qui nous suivent? Alors écoutez, j'ai envie de dire, moi je pense que jouer au-dessus de disons, jouer 15 heures par jour, c'est pas mal. Non, je vais vous provoque. Vous plaisantez, j'espère. Ça fait beaucoup. Ouais, bah, non, mais Non. Ça bon, dépend de l'âge peut-être c'est aussi, l'heure hein. de l'apéro. Non, je Ouais. rigole. Bon, en gros, non, je suis t c'est très compliqué pour moi de répondre à une Mmh question mh. aussi précise parce que justement, par exemple, quand vous parlez à un passionné de jeux vidéo, ce qu'on appelle un hardcore gamer, qui n'a pas un usage problématique parce que lui est passionné. Mmh. Ça veut dire que quand il joue, il achète un jeu, je sais pas moi, auquel j'ai moi-même joué, c'est-à-dire, The Witcher 3. J'adore. Heu, c'est un jeu alors moi j'ai pas fait ça, mais c'est un jeu qui dure à peu près 70 heures ou peut parfois plus. Bah, ça veut dire que parfois le hardcore gamer pendant 2 3 jours, il va faire quasiment que ça. Mais ça veut pas dire qu'il a pas de vie sociale, ça veut pas dire qu'il ne fait pas de sport, ça veut pas dire qu'il a pas une vie amoureuse et cetera. Il y a même des couples qui jouent ensemble. Mmh. C'est pour ça que c'est très compliqué. Quand il s'agit après de mineurs et que donc on pourrait se dire, bah, idéalement, voilà. Là, on se rend compte d'un autre problème, c'est la capacité qu'ont les parents à mettre des limites. C'est un autre problème, parce que c'est une réalité, beaucoup de parents ont du mal. Moi, j'ai envie plutôt d'encourager les parents à ne pas avoir peur à mettre des limites dès l'enfance, c'est-à-dire voilà, comme tout plaisir, bah, ça a un temps. Mmh mh. Le jeu vidéo est une récompense, comme n'importe quel jeu. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est ce que je dis souvent, voilà, quand on rentre de l'école, bah, OK, on peut avoir son goûter et cetera, se détendre un peu, on bosse et puis après, pourquoi pas jouer aux jeux vidéo? Et finalement après, bah, à un moment, les parents disent, «C'est fini». Mmh mh. Et donc c'est évident qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, notre enfant, qu'on aime tellement, parfois vous regarde avec une haine phénoménale, parce que vous le confrontez à la frustration. Mmh mh. Et donc voilà. Donc c'est très compliqué de vous donner un nombre d'heures précises. C'est des histoires individuelles, mais je crois qu'il faut surtout moi je pense surtout aux mineurs, parce qu'un adulte, bon OK, malheureusement, s'il joue beaucoup trop, s'il sent que le temps du jeu l'emporte sur ses autres investissements, qu'il n'hésite pas à m'appeler. Mmh. Quelque part, moi évidemment ou un autre. Ça veut dire que ça vient révéler qu'il y a un problème derrière. Vous savez, l'écran parfois fait écran. Moi Mmh. qui suis habitué à parler à beaucoup de jeunes, moins jeunes qui viennent pour ces questions-là, au bout d'un moment, on ne parle plus du tout de jeux vidéo. Donc voilà, maintenant c'est important, mais vous avez raison, quand on joue aux jeux vidéo, parfois on voit pas le temps passer. C'est à peu près ce qui se passe même quand on lit un livre Mmh mh. et qu'on est pris dans un livre, on voit pas le temps passer parce que c'est un espace atemporel. Mmh mh. Donc, par contre, j'aimerais quand même terminer par une idée, c'est que je pense que l'industrie du jeu vidéo, dans son déni
du fait qu'elle reconnaît pas du tout le fait qu'il y a des usages problématiques, excessifs ou addictifs, se dédouanent totalement de leur capacité à, pourquoi pas, avoir une responsabilité citoyenne et d'aider, comme on le fait pour d'autres types de d'occupations qui peuvent aboutir à des addictions. Déjà, premièrement, le reconnaître que ça existe Mmh mh. et deuxièmement, pourquoi pas aider les jeunes. Moi, j'avais proposé des idées, ça n'a jamais été entendu. Donc je pense qu'il faut que l'industrie elle-même prenne, ses responsabilités pour des usages problématiques en se disant: «Ça existe». On dit qu'il y a peut-être 3-4-5%. C'est peu, mais pour 35 millions de joueurs, c'est pas mal. Donc voilà, c'est peut-être comme ça que j'aimerais terminer. Super, bah, écoutez, bah, nous allons, arriver, au terme de ce Twitch. Merci beaucoup, Mickaël Sora, d'avoir répondu si clairement à nos nombreuses questions. Merci Alice d'avoir assuré toute la partie technique du Twitch. Vraiment désolée pour les problèmes de son au début. Voilà, on espère quand même que ça vous a plu. Merci donc à tous les viewers, à toutes celles qui ont donc suivi, témoigné, posté des questions. Voilà, donc ce live sera disponible en replay, dans quelques jours sur le site de Science et Avenir. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Twitch et sur YouTube, d'autant plus si vous nous avez suivis sur la chaîne YouTube de Science et Avenir et donc vous pourrez aussi partager le replay. Donc je rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, LinkedIn et je rappelle donc que vous pouvez aussi retrouver nos numéros en kiosque. Donc nous avons le mensuel de Science et Avenir, Comment Sapiens a conquis le monde. Nous avons aussi notre hors sur la science au Moyen Âge, donc aussi en kiosque et donc le MOOC, La recherche sur les trous noirs. Voilà, notre prochain Twitch, c'est dur à dire, sera le 2 juin, donc il sera consacré aux fonds marins. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. D'accord. Ah, vous pouvez aller donc sur le la donc Alice me dit qu'on peut aller vous pouvez tous aller sur le live d'Arte qui est donc, en ce moment là, c'est ça? Bah, Très bien. je vais y aller. Merci On y va tous alors. merci de m'avoir invité en tout cas. Merci, c'était Bah, sympa. écoutez, merci beaucoup et donc à bientôt sur notre chaîne Twitch.